Mesdames, Messieurs, bonjour chez vous et bienvenue sur Actu Matin. Toutes nos excuses pour ce retard dans le démarrage de cette émission. Nous sommes ce mercredi 23 avril. Je reçois pour vous Dr Jacques Richard Kodjo. Il est acteur politique et membre de l'Union progressiste Le Renouveau. Nous allons discuter de la présidentielle en Côte d'Ivoire avec cette décision de radiation du principal candidat du PDCI de la liste électorale. En effet, par une décision de justice, Tidjane Thiam a vu sa candidature à la présidentielle s'envoler, justement. Nous parlerons aussi de ce déplacement des parlementaires du Parti Les Démocrates au domicile de Maître Adrien Rombedi, un déplacement qui ne passe pas inaperçu et qui nous amène à nous interroger sur ce qu'on peut en déduire. Mercredi, vous aurez votre rubrique économie avec Jacques Degueux. Depuis Parakou, nous allons justement parler de l'inclusion financière, l'Afrique leader mondial du mobile money. Et puis justement, j'aurai aussi un autre invité, le président de la FENEB avec lui. Nous allons évoquer l'apport de cette fédération dans la vie des étudiants, dans la vie de l'université, de nos universités en général. À nouveau, bonjour et bienvenue sur Actu Matin. Voici la une des journaux. Ce qui fait l'actualité, la une des journaux parus ce matin, on commence par le quotidien Fraternité, marché moderne de Médombo, Begama et de Kpaou, projecteur sur des belles pas assez courtisé et puis justement remaniement technique du gouvernement. Véronique Toyifodé prend la tête du ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Affaire Ivor, justement, laisse DGPN Rondéon et les anciens gardes rapprochés de Yaïboni bientôt auditionnés. Et puis la nation à présent, on commence par ce titre de la nation du service public. Joseph, bien entendu, Joseph Sanninger, chargé d'affaires au pied de l'ambassade de Luxembourg. Le Bénin est un pays particulièrement dynamique. Et puis réhabilitation de la Cayémé, des ouvrages réceptionnés, cap sur l'extension des travaux, remaniement technique justement du gouvernement. Véronique Toyifodé, désormais double ministre. Et puis didactique et traduction à l'aide du numérique, le CBLAI explore les nouveaux enjeux et puis lutte contre le changement climatique. Le Bénin renforce sa stratégie avec le projet Rudines. Macté libre à présent, journée internationale des droits de la femme, la féminisation du handball béninois en réflexion. Et puis code électoral au Bénin, vertu, vice et effet pervers, une opinion du sociologue Elvis Abour. Et puis réforme politique au Bénin, l'opposition réplique à Orden Aladati. Et puis pour stimuler les investisseurs, les investissements, rencontres stratégiques des consuls honoraires à Bissau, réaménagement technique du gouvernement, Véronique Toyifodi, nommée ministre de l'enseignement secondaire, technique de la formation professionnelle, cumulativement avec ses fonctions actuelles. Le pays émergent PAC 2025 à l'aumônerie militaire Saint-Geneviève du camp 2 de Porte-Nouveau. Le président Louis Béounou prie pour les militaires au front contre les terroristes. L'emblème du jour à présent, succession au sommet de l'Église catholique après François, un pape africain, s'interroge le journal. Et puis renforcement de l'action militante, l'UP Le Renouveau lance une rencontre avec les cellules du parti. Et puis ça, cet été, le pape sera inhumé samedi prochain. Décryptage info à présent, commerce international, les importations chinoises depuis l'Afrique fléchissent. Et puis santé, agriculture et industrie, le Bénin mise sur l'énergie atomique pour booster le développement.
Cette de l'Éducation, Véronique Toye-Fodé, ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Coopération électorale régionale, la Sénat apporte son expertise à l'Observatoire du scrutin présidentiel au Gabon. Attaque terroriste dans le nord du Bénin, Nicéphore Soklo exprime sa solidarité à la nation et aux familles endeuillées. Nous étions toujours avec Décryptage Info. On retrouve à présent un autre quotidien, le potentiel accusation de rançonnement, corruption passive et abus de fonction à la police républicaine. Bien entendu, le commissaire de Ouegbo et son comptable convoqués. Le DGPR Brice Kokou Alowanou décidé à laver la souillure jetée sur la police. Le commissaire de Ouegbo fait entrave au droit d'accès à l'information et viole la loi. Le gouvernement du Bénin, Véronique Toyin-Fodé remplace Yves Kwaro Chabi au ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Le décret portant sa nomination est à lire dans les colonnes du journal. Le potentiel a fait d'un Ivor à présent laisse DGPN Rondillon et les anciens gardes de Gaïboni convoqués. Et puis à l'Assemblée nationale, Vlavonou convoque ses collègues pour une plénière ce vendredi. Le matinal, à présent, a fait dans Nivor, au Rondéon, bientôt entendu. L'audience du 22 avril renvoyée et photo de témoins présents. Et puis lutte contre le terrorisme. La communauté Peul appelée à la rescousse des échanges avec le haut commandement militaire. Les chasseurs, une option à envisager. Programme de réhabilitation du lac Aïmé et ses chenaux, les travaux de la deuxième phase sont lancés. Et puis on retrouve le matin à présent remaniement technique du gouvernement. Véronique Toyin-Fodé est nommée ministre de l'enseignement secondaire. Attaque terroriste dans la zone triple. Le Bénin face à la terreur, 8 janvier et le 17 avril 2025. Deux dates tragiques. Le vibrant hommage du président Vlavonou à la Grande Muette. Et puis le commandement renforce sa collaboration entre l'armée et la communauté. Peul, et puis recrudescence d'actes de vol et d'insécurité dans les hôpitaux du Bénin. Faut-il laisser grandir? Litre de l'espièglerie, s'interroge le journal Le Matin. Décès du pape François. Le pape François, victime d'un AVC et d'un collapsus cardiovasculaire irréversible. Les derniers instants du pape François sont décrits dans les colonnes du journal. Bénin intelligent à présent, bilan africain du pape François secoue ses lumières prophétiques. Justement, Père Bédinou souligne, il a réveillé l'épiscopat africain, mais il n'y a pas eu de grande nomination africaine. Père Raoul Renvi, selon lui, il a essayé de nous montrer comment être ami du Christ. Et puis changement climatique, 80% des Africains affirment que leur vie devient plus difficile. Et puis conflit foncier à Sabah, nous sommes à Banter, plus de 180 déplacés après 3 jours de violence. Et puis présidentielle en Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam radié de la liste électorale. Et pour finir, avec Bénin Intelligent, remaniement technique, Véronique Toyi-Fodé hérite de 2 ministères clés. L'informateur à présent gouvernance au sommet de l'État, double portefeuille ministériel pour Toyi-Fodé, et puis développement du dossier Tangivo au tribunal de Cotonou. L'affaire B. Soudi sans mail. Et puis, commande publique Tech Eco Power et son promoteur exclu. Et puis, voilà donc pour l'essentiel de
de la une des quotidiens. On retrouve Fraternité pour finir justement. Et Fraternité. Et voilà. Et puis le ciel qui est parti. Et oui, voilà, Fraternité qui est là, justement. Marché moderne de Midambord, Bégama. Et puis de Paou, projecteur sur des belles pas assez courtisées. Et puis, remaniement technique du gouvernement, Véronique Toïfoli, qui prend donc la tête du ministère de l'enseignement secondaire, technique de la formation professionnelle. Et puis, dans l'enfer, dans Ivor, les CDGPN Rondéon et les anciens gardes rapprochés de Yaïboni, bientôt auditionnés. Voilà pour vous la une des journaux parus ce mercredi matin. Voici le bulletin d'information. Dans le sommaire de votre bulletin d'information, l'inhumation du pape François aura lieu samedi prochain, le 26 avril. Les points marquants des obsèques du Saint-Père sont déjà connus depuis ce lundi. Bien entendu, le cercueil du souverain pontife est transféré à la basilique Saint-Pierre. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement du monde s'annoncent aux funérailles. Et pour finir, les Wati de Komé ont retrouvé cette année encore la cohésion fraternelle qui leur est annuellement reconnue. APAC, l'association Agbé Signalé, a mis la jeunesse au cœur de cette édition de valorisation du riche patrimoine culturel de cette localité du département du Molo. Bonjour à vous, Florence Bossa. Bonjour Eric, bonjour à tous. Le processus d'inhumation du souverain pontife est enclenché quelques heures juste après l'annonce de son décès. C'était ce lundi dernier au Vatican. Les différents appartements pontificaux que le pape François a utilisés ont été fermés. Il y a également une exposition de son corps, sans oublier les messes dites en son honneur. Suivez ici le récit de tout ceci avec Candide Hector. Les proches, collaborateurs et membres de l'ensemble des administrations qui constituent le gouvernement pontifical ont encore jusqu'à minuit ce mardi soir pour rendre visite au corps du pape François. La dépouille est exposée à la chapelle de la maison Sainte-Marthe depuis hier, où les gens se rendent depuis plusieurs heures. Bien avant l'exposition du corps, le processus d'inhumation du souverain pontife a commencé par la pose des scellés sur l'appartement papal, au 3e étage du palais apostolique et sur celui au 2e étage de la maison Sainte-Marthe. S'en est suivi la messe en suffrage au pape François dans la soirée de ce lundi 21 avril 2025 en la cathédrale Saint-Jean de Latran. Une messe présidée par le cardinal Balthazar Reina, vicaire général du diocèse de Rome. Dans la suite du programme, la messe de funérailles du souverain pontife aura lieu samedi 26 avril 2025 à 10h00 sur le parvis de la basilique Saint-Pierre. La liturgie des obsèques sera présidée par le cardinal Giovanni Battista Re. Voilà pour ce qui est pour les obsèques du Saint-Père. Dans le département du Zou, les cardinaux, ministres, princes, princesses et autres garants de la tradition du don romain sont plus éclairés et renseignés sur le contenu de la loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin. Ils affirment leur soutien au chef de l'État. Ceci à travers une déclaration le week-end écoulé à Bomé au palais du roi Rouigbadia. C'est à l'issue d'une séance de sensibilisation et d'information et d'explication. Suivez ici un extrait de la déclaration. Majesté, Altesse, dignitaires, chers frères et sœurs, princes et princesses du royaume de Dahomey, distingués invités, c'est avec émotion et fierté que nous nous tenons ici aujourd'hui, unis comme un seul peuple, pour affirmer notre soutien plein et entier à la loi sur la chefferie traditionnelle. Nous, enfants du royaume de Dahomey, unis dans la diversité de nos liés, saluons cette loi comme un acte fort de reconnaissance, de
réhabilitation et de justice sociale. Elle vient inscrire nos institutions ancestrales dans le cadre républicain, avec respect et dignité. À travers cette loi, tous les niveaux de notre chefferie ont été pris en compte. Roi, chef de lier, entre parenthèses Assiata, dignitaire du culte, princesse et prince. Chacun se retrouve sa place, chacun retrouve son éclat. C'est le signe que notre mémoire collective compte, que notre histoire n'est pas effacée, que notre héritage de Dada Webadia vit encore à chacun de nous. Nous exprimons ici notre gratitude à son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon, pour avoir compris la portée de cette reconnaissance. Ce geste dépasse le politique. C'est un acte d'unité, un acte d'amour pour le peuple béninois dans toutes ses racines. Que le Très-Haut et les membres de nos ancêtres le bénissent et l'accompagnent. Qu'il protège notre nation et qu'il fasse rayonner encore le royaume de Dahomey, uni, fort et fier. Que vive le royaume de Dahomey uni. Que rayonne Dada Webadia à travers chacun de ses enfants. Et que Dieu bénisse le peuple et ses dirigeants. Retour sur les festivités de la Pâque dans le département du Mono à Komé. La communauté Wachi a une fois encore sacrifié à la tradition avec son creuset dénommé Agbessi Yale. Des moments de retrouvailles annuelles entre frères et sœurs du groupe ethnique. Et les festivités ont connu leur épilogue sous les yeux de Nassis Alossé et Florent Do. La cohésion fraternelle prônée depuis 1959 est loin d'être abandonnée ici. Les frères Wachi resserrent leurs liens de solidarité autour de leur association baptisée Agbessi Yale. Cette année, Agbessi Yale met la jeunesse à l'honneur sous le leadership éclairé de son président. Chaque jour que Dieu fait, nous grandissons pour devenir un label. Devenir le label Wachi. Le label Wachi, dont une partie du riche patrimoine culturel a été montré à l'assistance à travers un ballet de plusieurs groupes. À cette trait identitaire des Wachi montré sous les yeux des membres du gouvernement, une action de marketing a été ajoutée. Quand on vient chez nous, Madame la ministre, on retrouve une diversité de mets. Nous savons faire du ablo. Nous savons faire du akpese. Nous nous apprêtons, Madame la ministre, à passer à la labellisation du ablo et du akpese. Aujourd'hui, dès qu'on parle du Bénin, tout le monde s'affole autour, dit qu'est-ce qu'ils vont nous vendre, qu'est-ce qu'ils ont. Mais ils ont tellement confiance que très très vite, le Ablo fera partie de nos produits d'exportation, j'espère. Ce sera un nouvel acquis pour les responsables actuels de ce creuset qui apporte des innovations à ces moments de retrouvailles. La dernière en date, c'est un projet stratégique à impact communautaire conçu pour promouvoir le leadership chez les jeunes Wachi. Président Tokoyon Jacques, merci pour les choses nouvelles que tu amènes dans Agbessi Yale. Et j'invite toute la population de Komé à l'accompagner puissamment, à le soutenir. Mettons-nous en tête que la politique ne doit et ne saurait nous diviser. Nous vous invitons tous, Wachi, de père ou de mère, à rejoindre l'association Agbessi Yale. Comme c'est le cas chaque année, ces retrouvailles ont été placées sous la bénédiction divine à travers une Eucharistie. La fête identitaire Agbessi Yale de la communauté Wachi, c'est aussi un volet sportif riche et varié. Il y a eu du football, du handball et de la marche sportive en marge des festivités. Retour ici sur ces manifestations. À l'heure de la grande finale du tournoi Agbessi Yale dans son édition 2025, une mobilisation des grands jours. Plus de 10 000 personnes ont pris d'assaut les gradins du stade Omnisport de Komé pour ce bouquet final.
Une grande finale qui a mis aux prises l'équipe du quartier Hôtel de Ville, dont les joueurs sont habillés ici en jaune, et son homologue des éléphants d'Azanou. De belles phases de jeu qui ont accouché d'un scénario assez prolifique pour une grande finale. 5 buts au total et à l'arrivée, un succès 3-2 au profit des éléphants d'Azanou qui enlèvent le trophée. Ce soir, nous avons vu un très beau match. Les deux équipes ont bien mérité et le meilleur a gagné. Tous les Wachi qui ont gagné parce que la fête identitaire à Gbessi-Yale est une fête qui rassemble tous les Wachi. C'est un beau match. Donc j'encourage les jeunes à aller de l'avant parce que nous avons besoin des taux parmi nous, mais nous avons besoin des Messi, des Mbappé. 48 heures plus tôt, il y a eu la traditionnelle marche de cœur. Ils sont partis de l'arrondissement de Oumako pour Commun avant d'arpenter quelques artères principales du chef-lieu de la commune. C'est pour maintenir sa santé et comme je l'ai toujours dit, on ne saurait fêter sans penser à sa santé. Vous avez vu, nous avons institué la marche depuis 3 ans. Après près de 10 km, la marche échoue ici, à la maison des jeunes de Commun et place à l'exercice d'étirement. Juste derrière, le volet santé avec une séance de dépistage de diabète et de l'hypertension. L'année dernière, il y avait des diabétiques qui s'ignoraient. Après le dépistage, il y a eu des prises en charge. Au-delà donc des réjouissances, ces retrouvailles fraternelles entre Wachi prévoient tout ce qu'il faut pour le mieux-être humain. Bien d'autres innovations sont annoncées pour les éditions à venir. Eric, c'est la fin du bulletin d'information. Je vous libère, Florence Bossa. Passez une très bonne journée. Bonne journée, Eric. On va retrouver Candide pour la rubrique sport. Florence qui nous a quittés avec une urgence express. C'est bien cela. Allez, Candide, on commence ce matin par la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations de futsal. Le coup d'envoi a été donné ce mardi avec à la clé 3 différentes confrontations. Bonjour Eric, 3 rencontres palpitantes et remplies de spectacles hier au complexe Moulay Abdellah de Rabat au Maroc pour donc l'ouverture de cette toute première édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de futsal avec des équipes très intéressantes. De toute façon, c'est ce qu'on a pu observer hier lors des 3 premières rencontres de la compétition. En ouverture, l'Angola a disposé de la Guinée par un score de 5-2. Dans la deuxième rencontre, celle d'ailleurs qui a été indécise, l'équipe de Madagascar et le Sénégal ont partagé les points au bout d'un score nul, justement, d'un match prolifique qui s'est soldé par un score nul de 5 buts partout. Puis le Maroc, pays hôte, a corrigé l'équipe de la Namibie par un score sans appel de 8-1. La compétition qui est donc lancée avec de fort belles manières, avec 3 différentes rencontres dans les 3 différents groupes, avec une première journée bien assez riche en spectacles au complexe Moulay Abdellah de Rabat au Maroc. Rendez-vous dès demain pour la deuxième journée de compétition. On s'intéresse maintenant au football sur gazon. Le championnat africain scolaire des moins de 15 ans s'ouvre ce mercredi à Accra. Nous sommes au Ghana. Et c'est bien ça, Eric. Le Bénin présent chez les filles va effectuer son entrée en lice cet après-midi face à l'équipe du Malawi en prélude à cette explication. Les Amazones scolaires U15 du Bénin ont tenu hier après-midi leur deuxième séance d'entraînement dans la capitale ghanéenne. Une séance de veille du coup d'envoi de cette 3e édition du championnat africain de football scolaire des moins de 15 ans, au cours de laquelle les Amazones, sinon le staff technique, a mis l'accent sur la vivacité et la coordination des lignes et les automatismes offensifs. Des ateliers spécifiques qui ont permis aux Amazones U15 scolaires de travailler la conservation du ballon, les transitions rapides et les phases de pressing, éléments clés face à des adversaires réputés techniques comme au cours de la compétition. Ce mercredi, dès qu'il va sonner 13h30 ici au Bénin, les filles du coach Séverin Danra seront face à leurs homologues du Malawi
pour leur entrée en lice. On va souhaiter bonne chance aux représentantes béninoises. Et on s'intéressait maintenant au Guépard du Bénin qui évolue du côté de l'extérieur. Ceci pour faire le point des différentes sorties de ceux-ci avec leurs clubs respectifs dans les différents championnats en Europe, tout comme sur le continent. Ils étaient nombreux à fouler les pelouses pour jouer dans divers championnats. Voici le point. Week-end plus ou moins timide pour les internationaux béninois dans ce nouveau numéro de l'actualité des Guépards évoluant à l'extérieur. En France, à l'occasion de la 31e journée de la Ligue 2 BKT, le stade lavallois de Moïse Adilewou et Jordan Adéouti a renoué avec la victoire. Pour l'occasion, les Tangos ont dominé leurs homologues de Rodez Aveyron Football par un score de 2-1. Parmi les deux Guépards qui évoluent du côté de Laval FC, seul Jordan Adéouti a participé à ce succès, lui qui est entré en jeu à la 88e minute. Moïse Adilewou, lui, n'était pas convoqué pour cette explication. Le stade lavallois totalise 46 points et grimpe à la 6e place au classement. Tossin Aïgoun et le FC Lorient ont été contraints au partage de points par leurs homologues du FC Annecy avec un score nul et vierge. Le Guépard titulaire au départ a cédé sa place à la 67e minute de jeu. Les Merlus restent solides leaders au classement à 3 journées de la fin du championnat avec 65 points au compteur. Toujours au cours de cette 31e journée de la Ligue 2 française, Grenoble Foot et son Guépard ont enregistré un deuxième échec de rang au championnat. En déplacement sur le terrain de l'USL Dunkerque, les Grenoblois ont courbé les Chines sur un score de 2-1. Aligné au départ, Junior Laïtan a cédé sa place à la 82e minute de jeu. Grenoble Foot reste 9e au classement avec 40 points. En Suisse, l'on jouait la 33e journée de la Super League. À cette occasion, Yverdon Sport de Mohamed Tidjani a sévèrement été battu par le FC Bâle, leader au classement. Le défenseur béninois et ses coéquipiers ont courbé les Chines sur un score sans appel de 5-0. Non aligné lors des 2 derniers matchs, Mohamed Tidjani est entré en jeu à la 60e minute après que le score soit déjà scellé. Il a par ailleurs reçu un carton jaune à la 66e minute. Yverdon reste avant-dernier au classement avec 33 points. Toujours au cours de cette 33e journée, Grasshopper Club Zurich de Imran Hassan a été freiné par le FC Winterthur. Dans un duel de bas du tableau, les Bleus et Blancs ont perdu sur la plus petite des marques 1-0. Le milieu béninois a enchaîné avec une 4e titularisation de rang et a cédé sa place à la 88e minute. Imran Hassan totalise désormais 11 matchs, dont 8 titularisations sous la couleur de Grasshopper Club Zurich, qui reste 10e au classement avec 33 points. En Bulgarie, Olivier Verdon et le PFC Ludogorets enchaînent avec un 4e succès consécutif. À l'occasion de la 30e et dernière journée de la phase régulière de la Parva Liga, les défenseurs béninois et ses coéquipiers ont dominé leurs homologues du FK Spartak Varna. Temps plein pour Olivier Verdon dans cette explication. Ludogorets termine leader avec 76 points et va désormais se tourner vers les playoffs pour le titre. Le JDR Star FC de Marcel Dandino a été contraint au partage de points par Kruger United en match avancé de la 26e journée de Motsepe Foundation Championship. Au terme de ce choc de haut de tableau, les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge. Aligné au coup d'envoi, le gardien béninois a disputé l'intégralité de la rencontre et totalise désormais 13 clean sheets en 25 matchs joués. Son club garde la 5e place au classement avec 39 points. Au Nigeria pour finir, Serge Obasa et Remo Star enregistrent une précieuse victoire à l'occasion de la 34e journée de la Première Ligue. Les Bleus et Rouges ont battu la formation de Shooting Star sur la plus petite des marques, 1-0.
Le portier béninois a joué l'intégralité de la rencontre et totalise désormais 14 clean sheets en 25 matchs disputés. Remo Star reste solide leader au classement avec 65 points. Voilà donc le point de la performance de quelques guépards sur plus d'une douzaine qui ont joué le week-end écoulé avec le club respectif dans les différents championnats. On vient maintenant au plan national. La Ligue 3 masculine aborde dès ce mercredi sa 17e journée pour les équipes de la poule A. Au total, 5 différents matchs sont à suivre à partir de 16h sur les différentes installations au stade Omnisport de Poubelle. L'équipe de Wedja Football Club reçoit dans son entrée l'équipe des Talons Football Club. Abisport sera en déplacement au stade René Pleven d'Apokwa pour en découdre avec l'équipe d'Aino FC. Tambo FC d'Adjara va recevoir dans son entrée à Avrancourt l'équipe de la jeunesse athlétique de Misrete. CFS va offrir son hospitalité à l'équipe de la jeunesse sportive de la Vallée. Puis Assous sera en déplacement justement à Djeffaf pour affronter l'équipe de la localité. Avancée 5 différentes confrontations. Le classement dans la poule est dominé par Djeffaf Football Club avec un total de 33 points au compteur. Un goal différentiel de plus 10. Tambo FC d'Adjara vient en deuxième position avec 25 points au compteur. Un goal différentiel de plus 8. 24 points au compteur pour l'équipe d'Ainovi FC qui vient boucler le top 3 dans cette poule. La jeunesse sportive de la Vallée est 4e de la poule avec un total de 23 points au compteur. Un point de moins pour l'équipe des Talons Football Club et celle des Wedja Football Club qui viennent respectivement en 5e et 6e position dans la poule. CFS est positionné 7e de la poule avec 21 points au compteur. Un point de moins pour l'équipe de la jeunesse athlétique de Misrete qui est 8e de la poule. Abisport est avant-dernier au classement avec 18 points au compteur. Puis la lanterne rouge dans cette poule est gardée par l'équipe de la Sauce avec 6 points au compteur, un goal différentiel de moins 11. Candide, le club de karaté Capitale Jeunesse organise en collaboration avec la Fédération béninoise de karaté-do la 6e édition de la compétition dénommée Karaté Germanus. C'est bien cela. La compétition s'ouvre officiellement dès samedi prochain au siège de la Fédération béninoise de karaté-do. Mais avant, les organisateurs ont tenu à renforcer le niveau technique des pratiquants en kata à travers un stage déroulé ce mardi. Le stage a été dirigé par le président de la Fédération béninoise de karaté-do, Maître Roch Kenom, accompagné de quelques autres encadreurs, dont le directeur technique national et bien d'autres. Le stage a duré plusieurs heures et a permis de faire une mise au point, un décryptage des katas et un renforcement de compétences. Ceci en vue de rehausser le niveau des différents pratiquants qui, à terme, ont reçu des attestations de participation. Suivez ici un extrait qui revient sur le contenu et le bien fondé de ce stage. Les enfants étaient contents, ils sont venus d'horizons divers. Et on a essayé de revoir les bases, les fixations, les positions de base, avant de rentrer dans le vif du sujet. Vous avez vu, les enfants, ils étaient bien contents de découvrir d'autres choses que tout ce qu'ils apprennent chez eux. Parce que tant que vous portez le kimono, vous devez vous mettre en mode apprentissage jusqu'à la mort. Vous devez apprendre tout le temps. Donc c'est ce qu'on essaie de faire, ajouter à ce qu'ils savent déjà et leur donner ce qu'ils ne savent pas. Ils étaient bien contents déjà, mais comme le temps ne suffit pas, on a fait 3 heures de stage et nous comptons sur les différents clubs pour organiser ces choses et ça fait plaisir que les encadreurs et moi, nous allons nous déplacer, n'est-ce pas, pour assurer la bonne pratique chez nos enfants, auprès de nos enfants, et pour que de ce lot-là sortent des enfants qui nous représenteront, n'est-ce pas, dehors à l'international. Vous savez, le kata, c'est un enchaînement de techniques, en fait, que les enfants font de manière, je vais dire, machinale. On fait un kata, on fait des mouvements, l'un à la suite de l'autre. Mais est-ce qu'on comprend réellement ce qu'on fait? Ce n'est pas toujours sûr. Ce sont des techniques de défense. Lorsqu'un enfant fait un mouvement, est-ce qu'il bloque réellement l'attaque? Parce que le mouvement la technique de défense, en fait, c'est pour bloquer une attaque. Alors, quand l'enfant exécute la technique, est-ce qu'il bloque réellement le coup qui vient vers lui? Parfois, non. Et donc, ce stage a permis, en fait, aux enfants de comprendre ce à
quoi servent en fait les mouvements qu'ils font lors d'un kata. Et je pense que c'est très important parce que quand on comprend ce qu'on fait, forcément on le fait mieux. De retour dans leur club respectif, ils feront mieux les katas, ils feront mieux les compétitions, ils auront des médailles et ils seront davantage motivés à continuer non seulement à faire le karaté, mais surtout à progresser et à aller très loin. Bien outillé désormais selon la représentante des femmes au sein du comité exécutif de la Fédération béninoise de karaté d'eau et initiatrice de la compétition. Ce stage aura donc été d'une importance capitale pour ces jeunes pratiquants de la discipline. Suivez ici quelques-uns d'entre eux. Grâce au stage, lorsque quelqu'un nous attaque dans un milieu éloigné, nous pourrons nous défendre sans que personne nous apprenne d'autres katas à part ceci. Ce stage m'a permis de changer quelques de mes erreurs. C'était des erreurs que je faisais et grâce à ce stage, je ne ferai plus. J'essaierai de ne plus faire ces erreurs. J'ai retenu beaucoup de choses. J'ai pu mieux m'appliquer dans les divers mouvements que j'ai eu à faire pendant les entraînements. Voilà, donc après ce stage offert aux athlètes... Le jeune garçon a déclaré que c'est pour sa propre défense. Hein. C'est ça, pour la self-défense. De toute façon, à ses amis à l'école qui vont vouloir l'attaquer. Pas forcément à ses amis, parce que quand vous pratiquez ces genres de sport, ces arts martiaux-là, on vous interdit de vous battre sur une place publique. Et donc, c'est uniquement quand vous sentez votre vie en danger que là, vous réagissez. Donc, ce n'est pas forcément à prendre pour aller se bagarrer comme bon... Ça va être compliqué, hein, s'il doit tester ses notions sur ses amis à l'école. De toute façon, on espère justement qu'il va en faire bon usage. Il faut dire qu'après ce stage offert aux athlètes, place sera faite à la compétition à partir du samedi prochain avec l'épreuve du kata pour les athlètes qui ont entre 6 et 17 ans. Et quelques jours plus tard, l'épreuve du comité sera en compétition à partir du mardi prochain pour les athlètes de 10 à 17 ans. Il faut rappeler que pour cette édition, le comité d'organisation a décidé d'ouvrir la compétition aux garçons puisqu'elle a toujours été réservée aux jeunes filles de 6 à 17 ans. Candide, on va finir avec le handball. Le premier tour de l'édition 2025 du challenge de l'IHF Trophy féminin de la zone 3 a pris fin ce mardi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. On connaît les nations qualifiées pour les demi-finales de la compétition. Et parmi ces pays qualifiés, nous avons le Bénin qui accède à l'étape des demi-finales dans les deux catégories, que ce soit au niveau des U18 qu'au niveau des U20. Logé dans le groupe B pour le premier tour, la sélection féminine cadette du Bénin a réussi à arracher son billet pour la phase à élimination directe, ceci grâce à sa performance à son entrée en compétition face aux Fauves de la République centrafricaine. Elles se sont imposées par un score de 41-13, même si dans la suite de la compétition, elles étaient à la conquête de la première place dans le groupe B. Les cadettes béninoises vont s'incliner face au pays hôte, la Côte d'Ivoire, 25-28. De toute façon, les Amazones U18 sont qualifiées pour les demi-finales où elles auront à défier les Super Falcons du Nigeria. En cas de victoire, elles affronteront en finale la Côte d'Ivoire ou le Burkina pour l'ultime rencontre dans la catégorie. Du côté des juniors, les U20 béninoises ont été conquérantes lors de la phase de groupe. Elles ont réalisé une performance identique à celle de leurs jeunes sœurs, pour ne pas dire de leurs cadettes. Elles ont donc d'abord dominé leurs homologues du Togo sur un score de 47-16 pour leur entrée en compétition, avant de faire un faux pas pour leur deuxième sortie dans la compétition, 30-43 devant l'équipe du Nigeria. De toute façon, elles aussi sont qualifiées pour la demi-finale et vont disputer ce mercredi cette étape de la compétition face à leurs homologues de la Côte d'Ivoire. On va souhaiter bonne suite de compétition aux représentantes béninoises. Objectif final. Merci à vous, Candide Mourento. Ça va être tout pour ces informations sportives. Passez une très bonne journée. On va marquer une pause et retrouver ensuite notre invité. Dans un instant, la paire va changer la vie de ce couple. Bébé! Oh, de rien, Marie.
Des lunettes trop chic. Votre test de vue gratuit et la qualité internationale à partir de 19 000 francs CFA. La paire, voir clair, ça va vous plaire. Et vous avez besoin de lunettes, non? Bah écoutez, l'argent c'est peut faire à disposition. Hein. Prise d'un vous avec l'ophtalmo, c'est pratiquement 2 semaines d'attente interminable. En plus, ça coûte extrêmement cher. Oula, trop de palabres là. Des lunettes trop chic. Votre test de vue gratuit et la qualité internationale à partir de 19 000 francs CFA. La paire, voir clair, ça va vous plaire. Serveur, donne-moi un hagbe. Yé mon nom de mon. Une hagbe, non. Une ouais. Une hagbe, Agbele, Agbe, c'est Agbe. La billet du terroir. Qualité Sobebra. Retour sur le plateau d'Actu Matin, je suis avec mon invité, Dr Jacques Richard Kodjo. Vous êtes acteur politique, membre du parti Union Progressiste Le Renouveau. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Avec vous, on va commencer déjà par analyser cette situation en Côte d'Ivoire, considérée comme le principal concurrent du parti du président Alassane Ouattara pour la présidentielle d'octobre. L'ancien patron du Crédit Suisse a été radié de la liste électorale. Comment on appelle ça si ce n'est pas de l'exclusion ? Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être sur les plateaux de Canal 3 Bénin parce que je pense qu'il y a du travail formidable qui se fait ici et je vous encourage à continuer dans la même veine. Merci. Et je salue tous les promoteurs de Canal 3 avec qui pour qui j'ai un profond respect. Le sujet que vous évoquez ce matin est un sujet d'une gravité extrême. C'est d'une gravité extrême en ce que ce soit vraiment à la veille de l'élection qu'on puisse faire ce coup à un des candidats à l'élection, cela pose un grave problème, j'allais dire, de démocratie et un grave problème de la qualité de la classe politique que nous avons sous nos tropiques. Donc, je pense que... Alors, oui, c'est facile de crier à l'exclusion. Évidemment, c'est une exclusion. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout le monde est frileux avec l'expression exclusion au Bénin, mais à la suite du président de mon parti, le professeur Joseph Diogwenou, j'assume complètement le mot exclusion. Parce que dans la vie de tous les jours, nous procédons à des exclusions. Et donc, oui, c'est une exclusion. Il faut garder ça comme une forme de gouvernance? Oui, bien entendu. C'est-à-dire que l'exclusion est consubstantielle à la nature humaine et à la vie en communauté. C'est-à-dire que ce n'est pas une forme de gouvernance, c'est consubstantiel à l'individu. Tout ce que vous posez comme acte dans la vie, c'est que vous excluez au quotidien. Lorsque vous avez choisi votre épouse, vous avez exclu d'autres femmes. En choisissant votre épouse, vous avez exclu d'autres femmes. En choisissant un modèle de véhicule, vous avez exclu les autres modèles de véhicules. Et donc, tous les jours, nous excluons. Tous les jours, dès que vous faites un choix, c'est que vous renoncez à quelque chose. Toujours. À moins que vous n'ayez pas le choix. Et donc, si on veut dire que le mot exclusion ou exclu, on ne devrait plus l'utiliser, d'accord. Mais on peut parler alors de renonciation. En faisant un choix, on renonce. Et les règles des élections en Côte d'Ivoire sont claires. Mais le problème, ce qui rattrape le candidat Tidjane Thiam aujourd'hui, c'est juste le code de nationalité de la Côte d'Ivoire. Et c'est en cela que je dis que c'est un problème grave. Le code de nationalité de la Côte d'Ivoire accepte la double nationalité. Et Tidjane Thiam était de double nationalité franco-ivoirienne. Jusque-là, aucun problème ne se posait.
Mais seulement lorsqu'il a été élu président de son parti, PDCI-RDA, c'est seulement en ce moment qu'une militante du PDCI-RDA dénonce sa binationalité qui ne serait pas régulière. En effet, en se référant au code de nationalité ivoirien, en son article 48 et alinéa 1, il n'est pas admis la double nationalité pour l'Ivoirien qui choisit à l'âge adulte d'avoir une autre nationalité. En termes simples, lorsque vous êtes Ivoirien et qu'à l'âge adulte, vous décidez de prendre une nationalité étrangère, le test le dit, hein, c'est-à-dire qu'après, aujourd'hui on est choqué, mais ce test date de 2012 ou de 2013, le test le dit clairement, en acceptant une autre nationalité, vous perdez d'office la nationalité ivoirienne. Le test l'a dit clairement, vous perdez d'office la nationalité ivoirienne, et le test va plus loin. Et je suis juriste par ailleurs, le test va plus loin en disant sans qu'il ne soit besoin de prendre un décret pour cela. Sans qu'il ne soit besoin de prendre un décret pour cela. Parce qu'en réalité, les histoires de nationalité se confirment ou s'enlèvent par décret. Mais on dit que dans ce cas, lorsque, en tant qu'adulte, vous optez pour une autre nationalité, vous perdez d'office la nationalité ivoirienne sans qu'il ne soit utile de prendre un décret pour cela. Alors, ce test existait. Aujourd'hui, les soutiens du candidat Tidjane Thiam disent qu'il est né français, qu'il est né avec la double nationalité. Soit, s'il est né avec la double nationalité, quand on regarde sa trajectoire biographique, ben, on se pose des questions. Monsieur Tidjane Thiam, qui au demeurant est un neveu du président Houphouët-Boigny, son ivoirité ne pose aucun problème. Tout le monde est d'accord qu'il est ivoirien, et de père et de mère d'ailleurs. Ça ne pose aucun problème. Il est né à Abidjan, il a fait le cours primaire et le cours secondaire à Abidjan, et c'est seulement après le baccalauréat qu'il est allé faire des études supérieures en France. Et on dit dans sa biographie que c'est en 1987, lorsqu'il est sorti major de sa promotion au niveau des mines en France, que l'État français lui a décerné la nationalité française. Et donc, il est devenu français depuis 1987. Pour un petit calcul, pour quelqu'un qui est né en 1962, en 1987, je crois qu'il devait avoir 20 ans, 25 ans, je ne sais plus. Dans tous les cas, il était adulte lorsqu'il acceptait la nationalité française. Et donc, depuis lors, en acceptant la nationalité française, depuis 1987, il a renoncé à la nationalité ivoirienne. C'est ça la réalité des faits. Maintenant, vous me direz, pourquoi on l'a laissé voter après 1987? Occuper même des fonctions politiques oui. À plusieurs niveaux. Non, étranger, ça ne l'empêchait pas d'occuper des fonctions politiques. Mais étranger, ça l'empêchait d'être inscrit sur la liste électorale. Et donc, vous me direz, mais pourquoi depuis 1987, il a participé aux élections, il a voté et tout, et c'est seulement maintenant que vous sortez ça. Évidemment que il a fait ses classes à Abidjan, il est ivoirien, et donc, on l'a laissé, personne ne s'est occupé de lui. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure. Parce qu'il dérange, on s'occupe de lui, c'est ça? Oui, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de la qualité de la classe politique sous nos tropiques. Quand vous décidez d'entrer en politique, s'il vous plaît, quand vous décidez d'entrer en politique, faites le ménage derrière vous. Faites le ménage. Nettoyez derrière vous. Videz vos placards. Parce qu'en politique, mais tous les coups sont permis, on ne vous fera aucun cadeau. Et moi, je suis pour cela. Je suis pour qu'on puisse ne pas faire de cadeaux à celui qui aspire à nous diriger, nous tous. On ne doit pas lui faire de cadeaux. Si vous avez des choses dans vos placards, nettoyez-les avant d'entrer en politique. Moi, c'est ce que j'ai juste à dire à monsieur Tidjane Thiam. Je dis, mais vous vous êtes comporté avec légèreté. Quand on veut entrer en politique,
On regarde derrière soi, on balaye sa chambre, on balaye sa cour, on va regarder dans l'arrière-cour si on n'a pas laissé des déchets. Parce que lorsque, en politique, vous avez laissé des déchets, les gens iront vous les sortir. Ce n'est pas le moment de pleurer. Il aurait dû penser à ça plus tôt. Parce que c'est clair que dans sa trajectoire biographique, on a quelque chose à dire sur sa double nationalité. D'ailleurs, lui-même l'a confirmé en renonçant à la nationalité française en 2025. Pourquoi il sent le besoin de renoncer à la nationalité française en 2025? Ce n'est pas interdit en Côte d'Ivoire d'avoir la double nationalité. Pas du tout. Le président Ouattara a la double nationalité. Ce n'est pas interdit en Côte d'Ivoire. Lorsque vous avez acquis une autre nationalité par le mariage, vous pouvez continuer à garder les deux nationalités en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas interdit. Mais pourquoi il sent le besoin lui-même de renoncer à la nationalité française? Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Aujourd'hui, la conséquence de cette radiation, c'est qu'il ne pourra pas être candidat. Oui, malheureusement. Malheureusement, mais il n'est pas le seul individu au PDC-IRDA. Il n'est pas le seul. Le PDC-IRDA n'a qu'à se trouver un autre candidat très vite et arrêter de pleurer sur le lait renversé. Parce que c'est ça aussi la qualité des hommes politiques que nous avons en Afrique. Dans le contexte ivoirien, c'est quand même un peu bizarre parce que toutes les personnes qui sont considérées comme étant des challengers sont en train d'être, en tout cas, exclus. On a vécu d'autres cas avec Gbagbo et bien d'autres personnalités. Et aujourd'hui, on a bien le sentiment que tout a été fait justement pour que les choses soient à l'avantage du parti au pouvoir. Non, c'est pas. Cette impression ne se dégage pas seulement de la Côte d'Ivoire. C'est une impression qui se dégage aussi de ce qui se passe au Bénin. Mais moi, je pense simplement qu'il y a des gens qui ne veulent pas suivre les règles et qui passent leur temps à pleurer sur le lait renversé. Jouer le jeu démocratique. Le jeu démocratique est régulé par les règles. Et à partir du moment où les règles ont été fixées par les personnes indiquées pour les fixer, c'est un challenge. On n'a qu'à se battre. Et puis, nul n'est éternel dans sa position. Donc aujourd'hui, s'il y a une majorité qui se dégage et qui fixe des règles, suivons les règles, de sorte qu'un jour nous puissions renverser la majorité pour pouvoir également établir les règles. Dans tous les cas, aucun législateur ne légifère pour nuire au peuple. Toute législation qui se fait dans le monde se fait toujours dans le sens du bien du peuple. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle les représentants du peuple. Et donc, quand vous avez quelques couacs, quand vous avez quelques accointances ou quelques scories dans votre vie ou dans votre parcours et que les tests décident de ne pas vous accepter comme challenger, n'allez pas là pour pleurer. Il faut suivre les règles. Voilà. Allez, on revient au Bénin tout à l'heure quand vous citez le cas du Bénin, c'est pour dire que nous sommes aussi dans ce genre d'option d'écarter des candidats. Oui, c'est ce que les gens racontent. C'est bien ce que les gens racontent. C'est ce que les gens racontent. Et j'estime ce que les gens racontent ou c'est ce qu'on fait, ou c'est ce qui se fait? Non, ce n'est même pas les gens qui racontent, c'est les défaitistes. C'est les fainéants, c'est les gens qui ne veulent pas aller en compétition qui racontent ça. Mais c'est complètement aberrant. Ça n'existe nulle part, ça. On a dit, allons en compétition. Mais et vous? Mais j'ai suivi tout à l'heure la page sport ici, sur ce plateau. Qu'est-ce qui se fait quand on va en compétition? Il y a des instances qui décident des règles de la compétition. Alors, on décide des règles de la compétition. Et vous, le compétiteur, vous arrivez, vous dites non, que ces règles-là sont trop fortes pour vous. Que ces règles-là sont trop exigeantes pour vous. Mais à quoi assistons-nous dans notre pays? Moi, je pense qu'on a une grave crise morale. Parce que les gens qui aspirent à nous diriger et qui ont peur des règles qu'on est en train de poser, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? S'il vous plaît, excusez-moi, mais il y a encore aujourd'hui dans des facultés à l'université nationale publique au Bénin, il y a des facultés dans lesquelles pour aller en année supérieure, il faut réunir 12 de moyenne. Il y a des facultés qui exigent 12 de moyenne. Mais alors que 12, ce n'est pas la moyenne. Quand on est sur 20, 12, ce n'est pas la moyenne. Quand on est sur 20, la moyenne, c'est 10. Mais certaines facultés ont choisi de dire
Ce n'est pas avec la moyenne que vous passez, mais la moyenne que vous devez réunir pour passer, c'est 12. Alors, imaginez, vous qui êtes doyen d'une faculté, cette règle existe, et vous avez des étudiants qui viennent, qui font leur entrée dans votre fac, et qui font grève pour dire que non, non, eux ne veulent pas passer avec 12, qu'eux veulent passer avec 10. Mais c'est aberrant. Et je pense que ces choses-là, il faut que nous les dénoncions pour inculquer l'excellence. Si nous demandons l'excellence dans le milieu éducatif, si nous demandons l'excellence dans le milieu de la santé, parce que nous voulons les meilleurs médecins, nous voulons les meilleurs plateaux techniques pour nous soigner, pour que nous vivions mieux, plus longtemps, nous allons exiger également l'excellence dans le milieu politique. Il ne s'agit pas d'écarter quelqu'un. Vous avez emprunté tout à l'heure les propos de votre président du parti qui évoquait justement que quand on fait un choix, c'est une forme d'exclusion. Cela a fait réagir quand même pas mal de personnes dans notre pays. Est-ce que cela ne frise pas quand même un peu, comment on dit, une confession de ce que, au niveau de la gestion de notre pays, on fait tout justement pour exclure? Alors, vous avez en face de vous, moi je suis un juriste. Et à partir du moment où on commence à fixer des règles, c'est qu'on commence à exclure. Et donc, quand cela nous attire des ennuis. Crier à l'exclusion, pour moi, c'est simplement du fainéantisme. Parce que dès qu'on se met à poser des règles, on exclut. Bon, au nom de quoi on dit que la majorité a 18 ans? Au nom de quoi? Vous avez des gamins de 14 ans qui sont beaucoup plus matures que des personnes de 20 ans. Mais pourquoi on dit qu'on devient majeur à 18 ans? On exclut en disant ça. Pourquoi on doit voter? Alors, élection présidentielle, pour être candidat, il faut avoir au moins 40 ans et avoir au plus 70 ans. Je vais vous rappeler que moi, j'ai voté pour la Constitution de 90. Je suis allé aux élections. Et Monseigneur de Souza, qui est venu nous amener à voter, nous avait demandé de voter le oui. Je vous rappelle, peut-être que les gens ne savent pas, mais il y a eu 3 bulletins de vote pour ce référendum. Il y a eu le vert, qui signifiait oui, mais, et il y a le blanc, qui signifiait oui, et il y avait le rouge, qui signifiait non. Et donc, on a voté le oui. Pourquoi le oui, mais? Le oui, mais parce que il y avait les anciens présidents de la République qui se sentaient exclus par cette constitution. Le mot exclusion, s'il vous plaît. Le Bénin, comme tout le monde aime à le dire, n'est pas né en 2016. Le Bénin a une histoire. Les anciens présidents de la République qui étaient dans la salle et qui se sentaient exclus par cette limite d'âge de 70 ans, se sont imposés pour que le citoyen lambda aille décider si on devait les exclure ou pas. Donc, on avait 3 bulletins de vote, le blanc, le vert et le rouge. Le blanc a triomphé. Le blanc, c'est le oui tout court. Et c'est ce oui-là qui acceptait qu'on ne soit pas candidat à plus de 70 ans. C'est vous dire que déjà là, on a fait un choix. Et ce choix a exclu. Mais on a exclu depuis la conférence nationale. On a exclu tous les jours. Le président, le président Kérékou, dans les choix qu'il a fait, a exclu. Le président Yahi Boni, dans les choix qu'il a fait, a exclu. Pourquoi le président Yahi Boni décide de faire une route et qui aille à son domicile à Parakou, alors qu'il y a d'autres routes plus? Il a exclu. Mais ces choses-là, le président Soglo, il a exclu aussi en faisant des choix. Il faut continuer à exclure. Choisir, c'est exclure. Allez, on va évoquer ce sujet. Vous avez sans doute vu ces images des parlementaires du Parti Les Démocrates qui ont rendu visite à Maître Adrien Roumbédi. D'abord, comment vous gérez justement ce genre de rapprochement entre votre partenaire politique, puisqu'on parle de l'Union progressiste, le Renouveau, et ce parti d'opposition? Alors, oui, je reconnais, j'assume complètement être du même parti que le président Adrien Roumbédi, pour qui j'ai le plus grand respect d'ailleurs. Et le président Adrien Roumbédi, ça ne vous aura pas échappé, est un avocat de profession. Et donc, c'est quelqu'un qui a une liberté
de penser, qui a une liberté d'esprit. D'ailleurs, je pense que son âge le lui permet. Et comme on est du même camp, je vais me priver de donner mon opinion sur la personnalité. Je donne ça à d'autres endroits, mais ici, je ne vais pas le faire. Simplement parce que chez nous, dans notre parti politique, et quand nous avons des choses à nous dire, nous avons des siècles pour nous les dire. Ce n'est pas sur un plateau de télé que nous venons les dire. Vous dites, en revanche, oui. excusez-moi, en revanche, c'est vraiment le groupe parlementaire Les Démocrates, parce que c'est le groupe parlementaire Les Démocrates qui est allé faire le slalom là-bas au domicile du président Adrien Oumbédi. Mais c'est le groupe parlementaire Les Démocrates qui me laisse pantois et qui me laisse une impression de dégoût. Que des personnalités de ce rang soient là à pleurnicher et à demander... On va pas utiliser ces mots. D'accord. Je retire les mots. Les députés ont rendu une visite de courtoisie, justement. C'est ça l'objectif de leur visite. Ils ont quand même cette liberté de rendre visite à mais bien entendu. Donc, on ne va pas les critiquer pour ça. D'accord, on va les critiquer pourquoi alors? Apprécier justement, comment on dit, ce rapprochement que nous voyons. Non, il n'y a eu aucun rapprochement. C'est quand même un de vos partenaires. Non, ils sont allés négocier, ils sont juste allés négocier un soutien pour la révision du code électoral. Lisez le communiqué qu'ils ont sorti à la fin de leur rencontre. Comment expliquez-vous que cette négociation soit avec un de vos partenaires? Mais évidemment, il faut bien qu'ils viennent négocier avec nous s'ils veulent l'obtenir. Parce qu'ils n'ont pas la majorité au Parlement. Ils ne sont pas allés voir le pays, enfin ils ne sont pas allés voir Djogbenou, ils sont allés voir Oumbédi. Oui, mais vous savez très bien que en termes de lobbying, les négociations parallèles sont parfois très efficaces. C'est le président de votre parti. Pas du tout, mais on n'a pas besoin directement d'aller de front. S'ils ont une très bonne stratégie, et c'est d'ailleurs ça que je leur conseille, c'est de côtoyer et d'avoir beaucoup de gens à leur cause avant d'évoquer le sujet pour que cela puisse atteindre un objectif. Je pense que dans ce cadre-là, leur démarche serait une démarche très bien comprise. Mais malheureusement, excusez-moi, ce n'est pas que je tiens des propos, mais c'est des gens qu'on connaît. Je vous ai dit, on a une histoire. En 2019, c'est ces mêmes députés d'aujourd'hui qui ont refusé d'aller aux élections parce qu'ils estimaient que le code électoral, qu'eux-mêmes ils ont contribué à voter, Éric Oumbédi étant vice-président de l'Assemblée à l'époque où le maître Adrien Oumbédi était président de l'Assemblée, ils demandent une relecture de ce code. Le code électoral qu'ils ont contribué à voter, ils ont refusé d'aller aux élections selon ce code électoral. Et ce même code électoral... Alors maintenant, on a révisé le code, ils étaient à l'Assemblée et ils sont là encore en train de réviser. Mais vous avez aussi Oumbédi aujourd'hui qui demande la relecture du code électoral et qui est quand même partenaire à votre parti politique. Oui, je pense Comment vous l'expliquez ça? Non, je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur la personne de Oumbédi. C'est la question que je vous pose. On n'a suffisamment pas des démocrates là maintenant. La position de Oumbédi aujourd'hui, comment vous expliquez ça? Oui, c'est ça que je vais vous expliquer. Il est toujours... Oui, il est toujours membre de l'Union progressiste, le Renouveau. Mais ça ne vous dérange pas? Nous ne l'avons pas exclu. Si vous vous focalisez, ça va arriver. Si vous vous focalisez sur la personne du président Adrien Oumbédi, à mes questions. Non, mais je suis là pour éclairer l'opinion publique. Mais vous laissez le sujet. L'individu Adrien Oumbédi aujourd'hui n'existe pas. Aujourd'hui, ce qui existe, c'est le groupe. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous nous demandez notre candidat pour l'élection présidentielle, nous vous disons que nous ne sommes pas pressés pour ça. Mais ces déclarations, vous en faites quoi? Mais ces déclarations valent ce qu'elles valent par rapport à un individu. Mais un individu n'est pas le groupe. C'est vrai qu'on a été traumatisé au Bénin, où la politique était réduite à la personnalité des individus. Et le président Adrien Oumbédi l'a très bien incarné pendant des décennies. Et lui, il incarnait le PRD. Mais aujourd'hui, un individu n'incarne plus du tout un parti politique. Ça a changé, ça. C'est les réformes auxquelles nous sommes en train de nous atteler. Vous le considérez toujours comme votre partenaire politique? Il n'est pas un partenaire politique. Maître Adrien Oumbédi est membre fondateur de l'Union progressiste, le Renouveau. Et en tant que tel, quand on tient ce genre de propos au niveau de votre formation politique, si Maître Adrien Oumbédi tient des propos attentatoires à la ligne du parti politique, les instances
s'il vous plaît, les instances du parti vont conférer là-dessus et prendront les décisions qui s'imposent. Et voilà. Il n'est pas encore là, c'est ça? Moi, je ne suis pas une instance du parti. Je ne suis pas une instance du parti pour le dire. Mais s'il tient des propos attentatoires à la ligne du parti, il y a des instances qui en décideront. C'est que pour vous, jusque-là, on n'est pas encore à ce niveau. Non, parce que pour moi, en tant qu'individu, je n'ai pas toute la capacité pour apprécier ce qu'il dit. Mais ce n'est pas lui le problème. Mais on le voit critiquer les grandes réformes du gouvernement. Il demande même le retour des exilés, la libération des prisonniers politiques. Une fois Ils sont combien au niveau de l'Union progressiste Le Renouveau à tenir ce genre de langage? Une fois encore, vous n'avez aucune idée de toutes les contradictions que nous gérons à l'interne. Nous sommes en train de construire un groupe. Nous sommes en train de construire un groupe. Je vous rappelle que l'Union progressiste Le Renouveau, c'est la fusion de plus d'une centaine d'anciens partis politiques. Ça doit pas être facile. Et chaque ancien patron de parti, il est avec son ego. Et chaque ancien patron de parti, il vient avec sa cohorte. Mais nous sommes en train de construire un groupe. Et nous avons décidé entre nous que sur la construction de ce groupe-là, nous avons mis en place des instances pour réguler. Et donc, si ce que vous dites, ou si ce que le président Adrien Oumbédi dit est contraire à la ligne du parti, les instances en décideront. À ce jour, je n'ai pas encore eu une résolution pour le voir. Mais ceux qui vont quémander la révision du code électoral, je pense que c'est simplement malheureux. Il faut aller au challenge, il faut se battre. Ils n'ont pas un peu d'honneur pour se dire, bon, ok, oublions cette affaire-là et démontrons-leur que nous, on aura 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Ils ne peuvent pas se dire ça. Quels sont ces hommes qui veulent nous diriger et qui manquent d'ambition à ce point-là? Il semble quand même recevoir quand même une attention de la part de Oumbédi, qui lui aussi demande la même chose que ce que... Non. Ils reçoivent de l'attention de tout le monde parce que c'est des Béninois. Nous sommes bien obligés de les écouter. C'est des Béninois. Et le Bénin nous appartient à nous tous. En tout cas, et eux aussi, ils ont leur mot à dire. À cette rencontre, il est dit que le président Adrien Oumbédi a également plaidé pour la relecture du code électoral afin de permettre des élections inclusives et transparentes. C'est la position de votre formation politique? Le président Adrien Oumbédi ne parlait pas au nom de l'Union progressiste Le Renouveau. Donc ça ne vous engage pas? Ah non, ça ne nous engage pas du tout. Il a souhaité aussi un dialogue national. Oui, ça ne nous engage pas du tout, ça. Et on a nos méthodes. Hein. Ces propositions-là peuvent venir dans un cadre donné et dans une situation bien délimitée pour qu'on puisse avancer. Merci à vous, Dr Jacques Richard Kodjo. Vous êtes acteur politique, membre de l'Union progressiste Le Renouveau. Merci d'avoir été là. C'était un honneur pour moi. Nous avons analysé la situation en Côte d'Ivoire. Nous avons évoqué aussi ce déplacement des députés du Parti Les Démocrates vers Oumbédi. Merci vraiment pour ces moments d'échange. Merci à vous. Passez une très bonne journée. Merci. Altimaté se poursuit, on va marquer une pause. Dans un instant, la paire va changer la vie de ce couple. Mais bébé! En de rien, Marie. Des lunettes trop chic, votre test de vue gratuit et la qualité internationale à partir de 19 000 francs CFA. La paire, voir clair, ça va vous plaire. Et vous avez besoin de lunettes, non? Bah écoutez, l'argent, c'est pas fait à disposition. Hein. Prise d'un vous avec l'Oftabo, c'est pratiquement 2 semaines d'attente interminable. En plus, ça coûte extrêmement cher. Oula, trop de palabres là. Des lunettes trop chic, votre test de vue gratuit et la qualité internationale à partir de 19 000 francs CFA. La paire, voir clair, ça va vous plaire. Seven, donne-moi un hagbe. Yé mon nom de mon, une hagbe non do. Une ouais. Agbele, agbe, c'est agbe. La bière du terroir. Qualité Sobibra.
Jeunes leaders, c'est le nom qui leur colle à la peau. Qui sont-ils véritablement ces jeunes leaders? D'où leur vient cet engagement au profit des communautés? À quelle hauteur devrait-on mesurer leur contribution au développement? Et bien sûr, que gagnent-ils en retour? Des jeunes leaders, on en parle dans ce numéro du Grand Rendez-vous. Merci d'être avec nous. La parole à un consultant dans l'œil de l'expert. Julio Tometti est juriste, il est aussi tourné sur les questions de jeunesse, qu'incarne véritablement le jeune leader. Son éclairage est à suivre. Plus loin, nous recevrons 3 acteurs, oui, au contact de leur communauté avec des initiatives qui leur permettent d'être quotidiennement actifs. Julien Roland Deguénon, il est entrepreneur et promoteur culturel. Romaric Boko est président, responsable d'association. Et puis Arnaud Medianada, il est responsable d'ONG. Nous dirons comment ils portent leurs actions sous la casquette de jeunes leaders. Bien évidemment, un groupe est acquis à la cause d'un leader quand les aspirations sont communes. Il ne s'agit pas pour l'un de s'improviser maître du destin du plus grand nombre. Parce qu'il crée de façon individuelle une activité où on ne l'a jamais vue, on consacre celui-là comme jeune leader dans un environnement où beaucoup se battent pour le développement. On peut aller chercher un élève qui est totalement timide pour être le responsable. Et donc, son aura indique qu'il peut être leader, il peut diriger. Être leader, moi je le dis, c'est un sacrifice en réalité. C'est un sacrifice énorme parce que tout ce que vous devez faire, tout ce que vous devez donner, vous le donnez sans rien attendre en retour en réalité. En fait, c'est la détermination des individus ou de celui qui se prétend leader à pouvoir s'intéresser à sa communauté, à pouvoir s'intéresser en fait au fait qu'il puisse avoir une influence sur sa communauté. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas rester insensibles lorsqu'il y a en fait des manques, lorsqu'il y a à combler quelque chose ou lorsqu'il y a à pas faire. Pour vous, c'est quoi un jeune leader? Je pose la question un peu comme ça. Je commence par vous, Roland Deguénon. C'est quelqu'un qui ne critique pas, c'est quelqu'un qui se lève plutôt pour participer au changement des choses. C'est-à-dire, vous êtes là, vous remarquez qu'il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui ne bougent pas. Vous n'êtes pas dans l'attentisme. Vous vous levez, vous prenez vos responsabilités. Déjà, permettez-moi d'abord de définir ce que c'est que le leadership. On ne peut pas parler de leader sans parler de leadership. Pour moi, le leadership, c'est la capacité d'un homme ou d'une femme à mener ou à conduire un groupe d'individus ou d'organisations afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Absolument, je partage bien sûr les réponses de mes deux. Voilà. Et je voudrais compléter en disant quoi? Le leader, c'est d'abord un innovateur né. C'est un innovateur né, c'est quelqu'un qui est très inspiré, quelqu'un qui est à main de mener, quelqu'un qui influence. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse donc de l'actualité. Je suis avec mon fidèle compagnon Anissé Carlos Oké, bonjour. Bonjour Tanguy. Il y a 35 ans, effectivement, en 19 février 1990, démarrait la grande réunion nationale politique. Qu'est-ce qui a bien pu expliquer que malgré qu'on ait eu d'abord des appréhensions au départ, puis après ces questions préjudiciables, etc., qui ont été évoquées par la suite, qu'on ait pu quand même tenir la barque jusqu'au bout? Je pense qu'il y a eu beaucoup de dialogue derrière le rideau. Et ça, j'ai l'impression que ça nous manque aujourd'hui énormément. Il y a eu beaucoup de dialogue derrière le rideau. Parce que le dialogue qui fonctionne, les échanges qui fonctionnent ne se font pas sur la place publique. Un chef d'État, qu'il soit actuel, ancien ou je ne sais, ou futur, il a la liberté totale de se prononcer. Lorsque un ancien président s'exprime sur un sujet quelconque, même si c'est pour féliciter son successeur, il crée des frustrations. Parce que la parole d'un ancien président porte. Parce que la parole d'un ancien président de la République est sacrée. Et parce que cette parole signifie toujours quelque chose,
quel que soit ce que l'ancien président peut dire, non seulement il crée une gêne au sein de l'opinion, mais en plus, c'est qu'il crée une gêne au sein de la classe politique et principalement au niveau de son successeur. Ça fait que l'avantage que nous pouvons tirer d'un ancien président, c'est qu'il soit extrêmement silencieux et que toutes les actions qu'il a menées dans le cadre de la consolidation de la cohésion nationale, de la pacification, d'un climat politique tendu, soient menées véritablement dans l'ombre, sans que l'on sache même ce qui se passe, pour maintenir la cohésion, pour maintenir l'unité nationale et peser de tout son poids, de personnalité morale exceptionnelle, parce que c'est ce que Nicéphore Soglo est. C'est une personnalité morale d'une dimension exceptionnelle. Un grand homme de culture qui a géré le pays et qui connaît le pays, qui a vécu toute l'expérience du renouveau démocratique depuis 35 ans. C'est un vrai monument. Et à partir du moment où il incarne tout cela, lorsqu'il ouvre la bouche pour dire quoi que ce soit, il divise l'opinion. Donc, si la parole d'un ancien président de la République est d'or, son silence est de diamant. Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes le 113e jour de l'année où nous fêtons Saint-Georges dans une date, une histoire. 23 avril. Célébrée chaque année, cette journée vise à promouvoir la lecture, l'édition et la protection du droit d'auteur. Le 23 avril 2024, plusieurs pays africains ont organisé des foires, des lectures publiques et des actions de sensibilisation pour encourager l'accès aux livres, surtout chez les jeunes et dans les communautés défavorisées. « 23 avril 1988, un attentat terroriste à la voiture piégée frappe Tripoli, faisant 50 morts et 88 blessés. L'attaque s'inscrit dans le contexte des violences intercommunautaires qui secouaient le pays à cette époque. « 23 avril 1990, la Namibie devient officiellement le 160e membre de l'Organisation des Nations Unies, quelques semaines après avoir accédé à l'indépendance, marquant la fin de la domination sud-africaine. « 23 avril 2009, le nageur français Alain Bernat
établit un nouveau record du monde du 100 mètres nage libre avec un temps de 46,94 secondes lors des championnats de France à Montpellier. Ce record fait de lui le premier homme à descendre sous la barre des 47 secondes dans cette épreuve, marquant un moment historique pour la natation mondiale. Le 23 avril 2024, un bateau transportant des migrants a chaviré au large de Djibouti, faisant au moins 21 morts et 23 disparus. Ce drame illustre une nouvelle fois les risques élevés liés aux traversées clandestines dans la corne de l'Afrique, région souvent empruntée par des migrants tentant de rejoindre la péninsule arabique. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. À demain pour de nouvelles histoires. Kevin, donne-moi un hagbe. Yé mon nom de mon. Une hagbe, non, non. Une ouais. Une hagbe, un. Hagbele. Hagbe, c'est hagbe. Ah, ton Dieu. La billet du terroir. Qualité Sobebra. Aussi. 26 minutes. Donc il était vraiment rigoureux avec vous. Vraiment rigoureux avec nous. Sinon, déjà à 7 ans, on a commencé la musique, on pouvait aller dans le décor. La pause ce matin, je lui ai déclaré encore ma flamme. La photographie, selon moi, c'est écrit la lumière. Communiquer. 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 Betty est célibataire. Et surtout, me retrouver encore devant Aïcha Koné. Ouais. Après plus de 10 ans. J'ai vu un homme qui a été battu par sa femme. On a montré la photo, c'était horrible. Wow. Et je me suis dit, mais il attend quoi? Quel ONG s'occupe de ces cas-là? Vous devez avoir votre convention de vente, bien évidemment, ce qui montre que vous avez acheté le domaine. Oui, je voudrais vous inviter à faire massivement le déplacement. Nous sommes en direct avec Jacques Digbé depuis Parakou. Jacques, bonjour. Bonjour, Canal. Avec vous, on parle économie. Justement, on va parler de cette thématique sur l'inclusion financière. En matière de transactions financières mobiles, l'Afrique, justement, écrase la concurrence. C'est en tout cas ce que révèle un récent rapport de l'Association mondiale des opérateurs de téléphonie mobile. Rapport selon lequel le continent africain a atteint à lui seul 65,35% de la valeur globale de transactions de mobile monnaie à l'échelle mondiale. C'était en 2024. Oui, c'est 105 milliards de dollars américains pour être plus précis. C'est la valeur des montants ayant transité par les comptes moraux, comme on les appelait les comptes mobile money, en 2024 en Afrique, qui représente d'ailleurs une nette augmentation de 15% par rapport à 2023. On était à 856 millions de dollars, 1105 milliards de dollars américains, c'est le 35% de la valeur globale des transactions de mobile money réalisées à l'échelle mondiale. Cette valeur étant de 1680 milliards de dollars à travers le monde. Le constitue que le continent accapare la part du Lion. Il faut dire en Afrique du 2007, donc environ 20 ans maintenant, le mobile money
s'est progressivement développé. C'est un projet au début comme véritable moyen de fondation financière. L'Afrique s'accumule également 74% du volume total des transactions d'argent en mobile derrière dans le monde. Le continent a enregistré environ 81,8 milliards de transactions, plus de 22% par rapport à 2023, c'est un total de 100,4 milliards de transactions enregistrées. Et cette statistique également indique l'Afrique 53% du nombre total des comptes euros responsables de cette planète politique, c'est que si 100 comptes mobile à travers le monde, 50 fois se situent en Afrique, le rapport indique que pendant la croissance de l'industrie africaine du mobile money cache cependant une forte disparité entre les diverses régions sur le continent, avec 40% d'autres régions qui sont enregistrées les fondations de 649 millions de dollars en 2024. L'Afrique de l'Est reste la région la plus dynamique, souvent l'Afrique de l'Ouest, notre région donc, et l'Afrique centrale. Le mobile money reste moins développé en Afrique du Nord, Maghreb généralement. Donc, au Bénin, le taux de pénétration de mobile money est de 83% selon un rapport rendu public en 2023 par l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste de 2023. C'est assez élément évident. D'accord. Jacques, le rapport révèle par ailleurs que le mobile money apporte de plus en plus sur le plan économique. Justement, en clair, les transactions financières via téléphone contribuent au produit intérieur brut de plusieurs pays, notamment d'Afrique subsaharienne. Oui, à fin 2023, pour vous situer, l'intérieur brut cumulé des pays utilisant le service mobile money était de 720 milliards de dollars, plus élevé dans la France avec le service, selon les mobilisations réalisées par la CCM à la sécurité a réalisé le rapport. Cela équivaut à une augmentation du produit intérieur brut de 1,7% de ces pays grâce à l'argent mobile. En Afrique subsaharienne, la contribution du nouveau au pays est passée d'environ 150 milliards de dollars en 2022 à 190 milliards en 2023, 40 milliards d'augmentation à l'espace d'un an. Cette industrie a même permis d'augmenter de plus de 5% du PIB d'une dizaine de pays africains, y compris le Bénin, le pays qui a augmenté de 5% grâce aux transactions du mobile money. C'est donc combien cette révolution est en train de payer réellement dans l'économie. Alors, Jacques, dites-nous comment expliquez-vous justement cette percée du continent dans l'industrie de mobile money? Oui, et ce boom que nous observons dans l'industrie du mobile money s'explique par plusieurs facteurs. Il y a d'abord que le service est simple et pratique, qui est accessible à tout le monde. Il vous suffit de disposer d'une taxi, téléphone portable et l'identité, et le tout est doué. L'autre reste, c'est ce défi qui est parcouru le monde en 2019, la pandémie de la COVID-19 a le groupe. Cette crise sanitaire a accéléré la transition des services numériques, offrant une alternative sûre et pratique pour les transactions financières. On pourra aussi souligner le rôle clé des opérateurs mobiles dans cette croissance grâce à l'élevage des clients établis, des opérateurs GSM, ont créé une empreinte commerciale forte avec un pouvoir de marketing important et une renaissance de marque. Et on peut également parler de la migration des populations des rurales, des urbaines, qui les appellent à utiliser ces services-là qui sont très accessibles, c'est simple à utiliser comparativement au manque. Et puis, le téléphone aujourd'hui est très accessible à tout le monde, surtout qu'on n'a pas besoin forcément de téléphone Android, du smartphone
le téléphone smartphone, par exemple, ou le téléphone intelligent pour avoir un simple l'illustration, on le dit, vous pouvez déjà avoir un compte mobile et une pièce de l'identité par les efforts de la régie et vous avez déjà votre compte mobile dans les villages, dans les villes, dans les hameaux. Tout le monde a ce outil-là grâce à la révolution du software. Et pour finir, Jacques, est-ce que cela doit être une inquiétude pour les structures bancaires? Oui, il faut déjà évoquer, avant de répondre à votre question, certains défis qui aujourd'hui posent à ce secteur-là. Il y a des gouvernements à travers le continent qui imposent des taxes très élevées sur les personnes qui sont basées sur la réalité au ISR et ça continue à leurs clients. Il y a également des risques pour les utilisateurs, pour les marchands ou les travaux qui peuvent être cortés, même si aujourd'hui avec la sensibilisation, avec la communication, tout le monde prend en ces dispositions. Alors, pour parler donc des structures bancaires qui deviennent à cette révolution, oui, et si vous avez des GSM qui sont capables d'offrir les mêmes services aujourd'hui avec le gouvernement pour faire des aides, pour faire l'épargne, par exemple le GSM vous avez également la possibilité d'épargner, vous avez également la possibilité de faire vos achats, les paiements des salaires. D'une autre chose, on a également les filles, par exemple, dans les collections publiques à Congo, la microfinance à la PIA qui utilise également cette équivalence qui les femmes. C'est plus pratique, c'est plus simple et ça ne prend pas beaucoup de temps comparativement aux banques qui doivent faire de longues filiations pendant des minutes, parfois des doigts des stratégies. Donc, on considère que les populations utilisent beaucoup plus des services-là plutôt que d'aller s'allier dans les agences autodépenses. Donc, on comprend donc aujourd'hui que les banques sont véritablement en difficulté. Il y a quelques documents qui permettent même si on ne dit pas véritablement que c'est l'État, on sait que les banques sont en difficulté aussi à cause de cette révolution. Merci à vous, Jacques. Ce sera tout pour ces moments d'échange. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des questions économiques. Vous êtes à Radio Fraternité à Parakou. Bonjour à tout le monde et passez une très bonne journée. Merci, pareillement. Atimaté se poursuit ici. On va installer le forum de discussion. C'est vrai. Donne-moi un hagbe. Yé mon nom de mon. Une hagbe. Non, non. Une ouais. Une hagbe. Un. Hagbele. Hagbe. C'est hagbe. Ahamitonye. La bière du terroir. Qualité Sobebra. Aussi. 26 minutes. Donc il était vraiment rigoureux avec vous. Vraiment rigoureux avec nous. Sinon, déjà à 7 ans, on a commencé la musique, on pouvait aller dans le décor. La pause ce matin, je lui ai déclaré encore ma flamme. La photographie, selon moi, c'est écrit la lumière. Communiquer. 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 Métier célibataire. Et surtout, me retrouver encore devant Aïcha Koné. Ouais. Après plus de 10 ans. J'ai vu un homme qui a été battu par sa femme. On a montré la photo, c'était horrible. Wow. Et je me suis dit, mais il attend quoi? Quel ONG s'occupe de ces cas-là? Vous devez avoir votre convention de vente, bien évidemment, ce qui montre que vous avez acheté le domaine. Oui, je voudrais vous inviter à faire massivement le déplacement. Quand je vous dis que je suis chargé d'onction,
C'est-à-dire Nous préparons la journée internationale du jazz qui va être encore cette année, comme d'habitude, un truc. Non, j'ai laissé le côté humoriste parce que franchement, le Béninois, pour faire rire le Béninois, c'est compliqué. Pour faire rire le Béninois. Donc ce qui nous oblige tous aujourd'hui à nous intéresser à la chose technologique. Aujourd'hui, spécialement, nous allons parler du massage, Madame Florence. Est-ce que par moment, il n'y a pas des hommes qui... Oui. Ah oui, c'est le risque du métier. C'est le risque du métier. Oui. Donc vous les laissez d'abord. Bon, oui, on essaie il y a une méthode de les calmer. Quand je vous dis Amozobogla, c'est ça qui a formé le Zogla. Vous dansez des dits. Vous dansez des dits, ça fait Zogla dance. Voilà. Inspiration. On va checker la liste. Oui ou non? Moi, heureusement que j'ai jamais eu d'ex. Oh, le ciel va tomber. Le ciel va tomber. Prends bien soin de moi, chérie, ne me néglige plus. Bravo. Merci à toute l'équipe. Vous êtes tout simplement formidables. On se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle aventure sur le plein de midi. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour Eric. Ulrich Gaba, bonjour. Bonjour Eric. Direction Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam, justement, principal concurrent du parti du président Alassane Ouattara, a été radié de la liste électorale. Quelle est votre réaction, Ulrich Gaba? Quand vous dites principal challenger au président Alassane Ouattara, c'est comme si vous affirmez déjà que Alassane Ouattara est candidat. Bon, de toute façon, il n'a pas encore officiellement dit qu'il serait candidat. Donc, on attend toujours de voir s'il voudra... Non. Il est concurrent du parti du président. Voilà, là, c'est plus précis. Là, c'est plus précis. Il faut dire que depuis quelques semaines, les regards étaient beaucoup plus rivés sur la Côte d'Ivoire. Surtout que la Côte d'Ivoire risque de vivre encore un phénomène lié à cette problématique entre griffes de la loi d'ivoirité. Tidjane Thiam, qui est aujourd'hui le principal challenger pour le pouvoir en place, et le véritable candidat de taille pour l'opposition, parce qu'on a vu un peu son parcours, et aujourd'hui il se positionne comme étant une figure de proue pour l'opposition, donc contre le pouvoir en place, et subitement, que cette décision sorte, je pense qu'on doit faire un peu attention. C'est la Cour qui a sorti la décision, et si la Cour sort la décision, il faut se poser aussi la question de savoir si les tests n'ont pas été respectés. Mais la véritable ambiguïté qui se trouve à ce niveau, c'est que on a vu un Thiam qui a renoncé à sa nationalité ivoirienne, et on voit maintenant les juges qui, d'une certaine manière, disent qu'une fois que une autre nationalité a été ajoutée, c'est que d'office, on perd la nationalité ivoirienne. Je pense que ça peut être perçu de deux manières. Soit on a fait respecter les tests sans état d'âme, soit la justice a donné simplement une décision politique. Et ça craint véritablement, parce qu'on va se demander désormais, est-ce que les mêmes causes ne risquent pas de produire les mêmes effets quand on fait un peu un flashback pour voir l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et dans ce flashback, Foncarnon, vu l'histoire tumultueuse de la Côte d'Ivoire, à quoi peut-on s'attendre? Non, c'est une décision prononcée par la justice qui pourrait avoir beaucoup d'implications. D'abord, on va voir une modification des forces en présence. On a l'impression qu'on est en train d'aller, que le jeu est presque plié. Il y a le cas de Gbagbo, il y a le cas de Blé Goudé, il y a le cas de Soro qui ont été déjà réglés.
pas, disons, plusieurs dossiers. Chacun en a eu pour son compte. Et donc, on se rend compte que c'est carrément de la haute politique qui se fait en ce moment en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le monsieur en place, le pouvoir en place ne veut pas avoir des gens qui vont les déranger outre mesure sur le terrain politique pour les élections d'octobre prochain. Et donc, on met tout en œuvre. Mais lorsque vous voyez un peu l'argument de la justice, c'est qu'on a fouillé, on sent qu'on a fait du travail. Il y a eu du boulot qui a été fait, on a fouillé et on est allé chercher un argument pour le lui opposer. Cela peut être, disons, attaqué devant les juridictions encore de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est en cela que je dis, tout espoir n'est pas encore perdu pour Tidjane Thiam, qui peut également rester en justice, faire la procédure pour voir si on peut lui donner raison ou pas. Mais c'est le moment où ça intervient qui inquiète un tout petit peu. Parce que lorsque vous voyez, comme vous l'avez dit, le passé un peu tumultueux de la Côte d'Ivoire, tout ce que les élections ont créé et la façon dont on a reconverti cela en atout pour commencer par développer la Côte d'Ivoire aujourd'hui, je me demande bien, est-ce qu'on n'est pas en train de tirer le diable par la queue? Parce que cela aura, ça va forcément engendrer des réactions sur le plan social, sur le plan politique. Ceux de l'opposition vont certainement réagir. Les populations qui ont de l'admiration, qui adoubent ce candidat, les réactions vont naître. Et mieux, c'est que nous aurons une situation délétère à quelques mois seulement, à environ 6 mois des élections. Et vous savez, pourquoi je dis que c'est de la haute politique? Ça a commencé d'abord à l'intérieur du parti. Ils se sont combattus. On a amené Tidjane Thiam devant le tribunal pour essayer de le dégager de la tête du parti. Et ensuite, ça n'a pas suffi. C'est la bataille allée devant la juridiction et je pense qu'on a trouvé. Selon ce que votre invité a expliqué tout à l'heure que j'ai suivi, tout porte à croire qu'on a utilisé les tests pour régler le cas de Tidjane Thiam. Maintenant, vous savez, on dit les tests, l'esprit des tests, c'est la loi, l'esprit de la loi. Est-ce que c'est dans ce sillage-là qu'on a pu trouver un peu ses cheveux dans la soupe de Tidjane Thiam pour le recaler, pour essayer de le recaler? Je ne sais pas, mais toujours est-il que sa candidature dérange. À voir, lire entre les lignes, sa candidature, un peu comme la candidature de Laurent Gbagbo, de Guillaume Soro, de Blé Goudé, ça dérange. Et on sait que lorsqu'ils vont compétir, ça pourrait ne pas arranger le pouvoir en place. Et ça, c'est des déductions politiques que l'on peut faire tout simplement pour dire que si cette situation n'est pas bien gérée, on pourrait en arriver à des situations un peu compliquées par la suite. J'ai lu le billet de Anissé Oké qui a dit que en quelque sorte, c'est la loi du plus fort. Donc, il a dicté, la loi est en train d'être dictée là-bas pour tous ceux qui affichent clairement leur ambition. Eh bien, il faut trouver quelque chose pour les écarter. En tout cas, c'est le rapport de force également au plan politique. Lorsque vous voulez faire la politique, eh bien, il faut effectivement s'attendre à tout. Il faut faire tous les calculs, toutes les équations possibles pour se dire, mais où est-ce qu'on peut m'attaquer? Comment je peux me défendre, ainsi de suite. Peut-être que Tidjane Thiam également est en train de préparer sa défense. Oui, il a fait savoir dans sa déclaration, déjà il dénonce un déni de justice, justement. C'est une décision injuste. Je n'accepte pas cette radiation qui est donc injustifiée, incompréhensible, sonné donc Tidjane Thiam. Nous demandons instamment à toutes les parties de s'engager dans un dialogue constructif. Nous sommes quand même en démocratie où justement nous avons la force des lois qui doivent être respectées dans une compétition transparente. On a un peu comme le sentiment que dans nos démocraties, eh bien, la force de la justice est utilisée assez souvent pour régler des comptes politiques. Oui, vous savez, nous sommes en démocratie, vous l'avez bien dit, mais justement, quand vous regardez le système judiciaire dans nos pays africains, et qui sont positionnés par qui? Ce sont les questions qu'il faut déjà se poser. Qui a positionné qui à tel endroit? Voilà. Quand vous commencez par vous poser ces questions, vous savez qui est à la solde de qui. Et la deuxième question fondamentale qu'il faut se poser, c'est qu'aujourd'hui, qui a intérêt à ce que la candidature de Thiam soit radiée? Qui? C'est le pouvoir en place. Et là, vous faites encore la corrélation. Troisième question, finalement, vous allez vous demander, là où nous en sommes aujourd'hui, si éventuellement cette radiation, ou plutôt cette décision,
encouragent ou exacerbent davantage les tensions dans le pays, ça arrange qui? Ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Malheureusement, c'est vrai qu'on dira qu'il y a des voies de recours. Mais ces voies de recours passent encore par qui? Par les mêmes personnes qui, par le même dispositif. Par le même dispositif. Donc, et quand c'est comme ça, est-ce que la Côte d'Ivoire ira vers une issue pacifique, parce que c'est le plus important, une issue pacifique où nous allons vivre le phénomène d'il y a quelques années. On ne le souhaite pas. On ne le souhaite vraiment pas, mais malheureusement, cette décision est en train de dresser le lit pour des tensions. Parce que vous allez voir déjà au niveau du PDCI, c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu des dissensions entre eux avant qu'ils ne soient élus candidats. Mais après, le PDCI est parti comme un seul homme pour aller vers les élections. Et c'est lui qui est désigné comme candidat du PDCI. Et ailleurs, vous allez voir qu'au niveau de l'opposition, les autres candidats sont en train, les autres partis de l'opposition sont en train d'aller de corps avec le PDCI, même si pour l'instant, ce n'est pas encore officiel. Donc, il représente aujourd'hui le candidat clé, le candidat phare, le challenger principal qui puisse faire face au candidat du pouvoir en place. Il a fait savoir d'ailleurs, je le cite rapidement pour vous, il dit le pouvoir vient d'éliminer à travers un raisonnement juridique unique son rival le plus sérieux. Effectivement, effectivement. Et vous voyez, quand on se retrouve à faire de ces genres d'analyse, parce que c'est une analyse assez objective, vous allez voir dans la masse publique comment cette décision est perçue, comment ce message est perçu. Les partisans du PDCI, les partisans de Thiam, comment est-ce qu'ils percevront cette décision-là? Et maintenant, si la voie de recours qui s'offre à lui ne parvenait pas, la Côte d'Ivoire va où? Franck a évoqué déjà les autres cas que nous avions connus en citant les personnalités qui ne pourront pas participer à cette élection. Est-ce que partant de là, on peut conclure qu'Alassane Ouattara ne sera pas un nouveau candidat, puisque de toute façon, il n'a plus justement ces noms qui sont en compétition? Vous savez, le débat avait été déjà agité, mais il est resté silencieux. Je pense qu'il veut jouer le jeu jusqu'au bout pour voir. Mais si le terrain est déblayé, on aura deux cas de figure. Soit il remet le pouvoir à un de ses partisans pour aller dormir sur ses lauriers tout peinard, pour ne pas avoir des situations d'après-pouvoir à gérer. Soit lui-même, il va forcer pour revenir encore candidat pour participer à cette élection. Ce sont ces deux cas de figure. Dans le premier cas, c'est qu'il va falloir qu'il trouve que, en présentant un candidat, qu'il est sûr qu'il va essayer de conquérir le pouvoir, de conserver le pouvoir pour son camp et partir. Mais si ce n'est pas le cas, ne soyez pas surpris de le voir encore. Parce que Alassane Ouattara, c'est un animal politique aussi. Et il a, avec tout ce qui s'est passé, vous avez vu comment il a éliminé un à un ces challengers, Laurent Gbagbo, Blé Goudé, Soro maintenant, et Tidjane Thiam, qui est une figure très importante de la vie politique du pays. Mais cela soulève encore d'autres questions sur la question d'autres débats sur la question de la nationalité ivoirienne et la question de l'éligibilité à l'élection présidentielle. Et quand ça se passe comme ça, c'est que il faut, avec cet incident-là, commencer par interpréter véritablement les lois, parce qu'à chaque élection, on peut l'utiliser comme X ou Y. Les gens qui sont restés à l'extérieur, qui par chance ou par concours de circonstances ont acquis une certaine nationalité, on peut l'utiliser contre eux, juste où on peut limiter en tout cas le champ d'action de ces lois-là. Je pense que il faut une fois pour toutes trancher parce qu'Alassane Dramane Ouattara, lui, va partir, d'autres viendront, on peut l'utiliser demain contre son camp pour un candidat qui sera dans le même cas. Et donc la question n'est pas tranchée en fait. On l'utilise, c'est comme un couteau qui est là, qu'on va chercher, on vous coupe et le temps de vous soigner, tout est passé. Et en interne également, je pense que ça risque d'exploser ce parti-là, parce que le parti va revoir sa stratégie, comment est-ce qu'ils vont gérer tout cela pour s'en sortir. C'est beaucoup de problèmes qui se posent avec cette radiation. Et lorsqu'on dit radiation, c'est que vous ne pourrez plus jamais, en tout cas pour le cas de cette élection-là, vous ne pouvez pas vous présenter, c'est compliqué. Et même, je ne sais pas s'il peut voter. On vous a radié de la liste électorale, je ne sais pas si vous pouvez voter, votre nom ne figure plus du tout. Merci à vous.
Il va falloir gérer ça avec beaucoup de tact. Merci à vous, Franck Ulrich Gaba. C'est la fin de nos discussions, mais aussi la fin du matin. Retrouvez à 13h votre journal, mais avant, à midi, le plein de midi avec Gilles Dadi. Juste après moi, c'est la revue des presse. C'est passé une très bonne journée. Mesdames et messieurs, bonjour. Le président Patrice Talon a procédé le mardi 22 avril 2025 au remaniement technique de son gouvernement. Fraternité nous apprend que suite au poste ministériel des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle resté vacant à cause du décès de l'ex-ministre Feu Yves Kouaro-Chabi, Véronique Toyin-Fodé a été nommée. Cette nomination, selon Edouard Ouenroux, secrétaire général du gouvernement dans les colonnes du journal, a eu lieu après consultation du bureau de l'Assemblée nationale et en vertu du décret numéro 2025-194 du 22 avril 2025. Ainsi, conclut Fraternité, Véronique Toyin-Fodé cumule 2 fonctions ministérielles, celle des affaires sociales et de la microfinance et celle des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Véronique Toyin-Fodé, doublement ministre, titre la presse du jour à sa manchette. C'est un réaménagement qui témoigne de la confiance renouvelée du chef de l'État en cette figure clé de l'exécutif selon le quotidien qui publie à sa page 5 le décret portant composition du gouvernement. De son côté, le matinal fait savoir que pour une lutte efficace contre le terrorisme au Bénin, la communauté Peul est appelée à la rescousse. En effet, renseigne le Canard, le haut commandement militaire avec à sa tête le chef d'état-major des forces armées béninoises a échangé avec les membres de la communauté Peul de la région de l'Atakora le jeudi 17 avril 2025 au camp Kaba du 6e bataillon interarmes de Natitengu. Selon le journal, l'armée béninoise envisage de concilier toutes les couches de la société dans la lutte contre le terrorisme. Au cours des échanges, les hommes en uniforme ont exprimé leurs attentes dans la perspective de relever le défi sécuritaire. Les membres de la communauté Peul sont venus des communes de Materi, Kobli, Bukumbe, Tanguieta, Natitengu, Keru, Kwande et Peonkou. Cette initiative du général de division Fructio Gbagidi, précise le matinal, vise à créer une proximité avec cette communauté pour renseigner l'armée qui travaille pour assurer la sécurité des citoyens. Après avoir porté à la connaissance de l'armée leurs préoccupations, les participants ont fait des suggestions. Elles consistent entre autres à renforcer la collaboration avec les campements au niveau des frontières, intégrer les enfants Peul dans l'armée et trouver une solution au manque d'aires de pâturage. Pendant ce temps, le ministre José Didier Tonato a procédé à l'inauguration des ouvrages de la phase pilote du programme intercommunal de réhabilitation de lacs Aémé et de ses chenaux et lancé la phase d'extension de ce projet de transformation écologique et économique ce mardi 22 avril à Djegbadji dans la commune de Ouida, nous informe la Nation. Avec l'inauguration des ouvrages de la phase pilote et le lancement de l'extension des travaux, explique le quotidien du service public, le gouvernement concrétise sa volonté de faire renaître cet écosystème longtemps délaissé. Il ajoute que la réhabilitation du lac Aémé et de ses chenaux a déjà permis de transformer durablement plusieurs localités riveraines. Financé sur fonds propres de l'État à hauteur de 23 milliards de francs CFA pour cette phase pilote, le programme a permis le dragage de 235 hectares sur une profondeur moyenne de 6 mètres, la construction de 2 passerelles à Meko et Hata, ainsi que de 4 débarcadères facilitant l'activité halieutique. 2 zones de réserve biologique ont été aussi aménagées, balisées et sacralisées pour favoriser le peuplement naturel des espèces. L'objectif à terme, selon le ministre José Didier Tonato, est de rétablir la route de l'eau.
Un corridor fluvial stratégique allant du Nigeria au Mono en passant par les lacs et chenaux du sud Bénin. Merci de votre aimable attention.